$5600 sur le cours de l'or, le record historique, établi le jeudi 29 janvier dernier, a une très bonne probabilité, a une forte probabilité d'être pour le cours de l'or, le sommet annuel, et peut-être même un sommet cyclique, tant le régime technique a changé. Depuis la fin du mois de février, j'avais encore une conversation avec un investisseur qui me disait, de toute façon, je ne comprends pas, l'inflation rebondit. Bon, l'or est censé protéger contre les anticipations d'inflation. L'aspect géopolitique reste compliqué et pourtant l'or drop depuis la fin du mois de janvier dernier. Parce que oui, les marchés évoluent aussi par cycle. Les signaux techniques sont là et aussi de nombreux fondamentaux qui soutenaient le cours de l'or sont bouleversés. Mais pas tous. Je vais vous en faire un tour d'horizon complet donc dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Je vous explique pourquoi je pense que les $5600 sont au minimum le sommet annuel cours de l'or, c'est-à-dire que un niveau de prix qui ne sera pas dépassé d'ici la fin d'année, voire peut-être même un sommet cyclique. Attention, ça ne veut pas dire que le cours de l'or est entré en bear market. L'or, historiquement, a souvent connu des longues phases de range, des phases de transition latérale, après avoir inscrit un sommet cyclique important. Il est probablement dans cette phase-là. Il y aura donc toujours des séances de hausse et des reprises naturellement, mais clairement, oui, le régime technique a complètement changé et la géopolitique n'est pas le seul moteur de l'évolution du prix de l'or. Les banques centrales, les taux d'intérêt, le dollar américain, le rapport au marché actions, le comportement très particulier des banques centrales d'Asie. Et ça, je vais vous en dire un mot. Est-ce une forme de liquidity stress? Est-ce que les banques centrales continuent d'accumuler de l'or? Vont-elles, par exemple, en Asie, s'en servir pour faire face aux tensions géopolitiques ou pas? Bon, rassurez-vous, elles ne vont pas vendre l'or qu'elles ont accumulé depuis des années. Et rassurez-vous enfin, pour conclure cette introduction, oui, la réponse est oui. À quelle question? La question, est-ce que la tendance de fond de l'or reste haussière? La réponse est oui. La tendance pluriannuelle reste haussière. Il n'empêche, le marché peut avoir fait un sommet cyclique et être dans une phase de transition latérale retracement pendant des mois. Et ça, c'est tout à fait possible. Et je pense que les signaux que donne le marché vont dans ce sens. Point complet. Nouvelle édition du Fast and Forex sur le gold. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez les amis, c'est parti. Donc la question ici que je pose dans cette vidéo que je traite, est-ce que les $5600 qui ont été atteints sur le cours de l'or le jeudi 29 janvier dernier, et qui font d'ailleurs beaucoup déçus parmi les investisseurs qui ont acheté sur le tard en janvier, s'agit-il du sommet annuel? En clair, on ne revoit pas ce niveau cette année, et voire même un sommet cyclique, c'est-à-dire qu'on ne va pas le revoir avant un certain temps. Ça ne veut pas dire que la tendance de fond ne reste pas haussière. Alors c'est parti, mon kiki, donc la séance s'ouvre. Alors, une fois n'est pas coutume, dans l'introduction, je ne vous ai pas décrit le plan de la vidéo. Il s'affiche ici sous vos yeux. Vous allez voir qu'on va faire quand même quelque chose d'assez complet. Tout d'abord, un point sur le régime technique qui a changé, la liste des vulnérabilités techniques depuis les $5600. Je vous rappellerai que la performance de l'année 2025 était déjà exceptionnelle. Le pilier géopolitique entre progressivement en sommeil. Il y a bien sûr l'impact de la tendance haussière de fond du marché action qui ne cesse de se relancer. Le marché qui anticipe un long statu quo de la fête de Kevin Warsh. Les ETF Gold US outflow, oui, outflow, il y a des outflows. J'ai tout le bilan chiffré sur les ETF Gold depuis le début de l'année. Il y a des sorties de capitaux. Rien que ça peut être l'explication. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs. Mais voilà. Quand vous avez, techniquement parlant, depuis janvier, sur les graphiques de long terme, des signaux de top cyclique. Encore une fois, faire un top cyclique ne veut pas dire que la tendance de fond n'est pas haussière. Prenez par exemple le cours du Bitcoin. Sa tendance de fond est haussière depuis 2009. Mais il y a une succession de bear market, de bull run, de bear market, de bull run. Mais ça repart toujours. C'est pareil pour le gold. C'est ce que montrent les graphiques de long terme. Donc, effectivement, les flux ETF US vont dans le sens au minimum d'un sommet annuel. Les banques centrales d'Asie, non, elles ne vendent pas l'or. Arrêtez de dire des bêtises. Enfin, c'est pas vous, je l'ai lu. Elles ne vendent pas l'or. Par contre, certaines banques centrales d'Asie qui continuent d'accumuler de l'or.
ont, à destination de leurs concitoyens, donné certaines instructions. En tout cas, elles cherchent à stopper, et j'ai fait une vidéo Fast and Forex la semaine dernière sur les vidéos d'Asie qui étaient en chute libre. Forcément, si tous leurs concitoyens achètent de l'or en dollars, de l'or importé, ça fait baisser la devise locale. Il y a aussi donc une volonté de stopper la baisse de la monnaie. Donc effectivement, certaines banques centrales d'Asie changent de communication. Je ferai bien sûr un point technique sur l'argent métal. Voilà, après. Donc tous les sujets que nous allons aborder, et c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc oui, le régime technique a changé depuis le record historique à 6 000 $ du jeudi 29 janvier dernier. Donc déjà, vous pouvez constater, vous l'avez noté, une faute. Et oui, l'or n'a pas fait de sommet à 6 000 $ en janvier dernier, puisque le record de l'or en janvier dernier, vous avez ici sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours de l'or. Donc ce sommet cyclique. Alors j'arrive avec la liste des, vulnérabilités techniques, mais bon, vous allez voir qu'en fait on répète des schémas momentum de passé, mais concrètement, l'or en janvier 2026 a fait une bougie japonaise similaire par exemple à ce que fut le top cyclique de septembre 2011. Alors après, il y a eu une phase de transition avant que ça reparte. L'or est rentré dans ce type de phase. Voilà, il a terminé sa grande vague 5. Bon, il n'y a rien non plus de catastrophique. Mais effectivement, le sommet donc a été établi à 5 598 $ sur le cours de l'or. Et vous allez voir donc qu'effectivement, déjà, première chose, ce n'est pas un record à 6 000 $ mais à 5 600 $. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici un graphique qui vous montre la projection moyenne que faisaient les analystes financiers pour le cours de l'or en novembre 2025, on leur demandait de se projeter sur l'année 2026, et les plus optimistes d'entre eux eh bien, voyaient quelque chose justement entre les 5 000 et les 5 500 $. Donc déjà, une première chose, des objectifs fondamentaux d'investisseurs de hedge funds, notamment matières premières, ont été atteints. Comme un moment ou un autre, c'est logique de vouloir prendre quelques profits. Alors, d'abord, je passe en revue la liste des vulnérabilités techniques depuis le record à 5 600 $. C'est-à-dire une liste d'arguments techniques, vous allez voir, qui vont dans le sens au minimum d'un sommet annuel, c'est-à-dire que l'or ne reverra pas les 5 600 $ d'ici la fin de l'année, et peut-être d'un sommet cyclique. Alors passons-les en vue. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement global de deleveraging. Un mouvement global de deleveraging, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes les positions longues à effet de levier, notamment sur les contrats à terme, qui ont été adoptées par les institutionnels depuis plusieurs années sur l'or, et notamment depuis, rappelez-vous, la cassure technique haussière du début de l'année 2024. Donc depuis ce signal ici. Voilà, c'était le signal bullish donné en mars 2024, la cassure du record historique. Dans une tendance haussière, lorsqu'on casse un record, c'est un signal de breakout, de continuation de la tendance haussière de fond. Eh bien, là, ce qu'on observe depuis quelques mois, c'est que dans toute cette phase-là, vous avez eu une augmentation significative des positions longues à effet de levier, et désormais, elles sont en train d'être débouclées. Donc, ce sont des prises de profit. C'est ce que montrent les données du COT Report, du rapport Commitment of Traders, où les choses ont commencé progressivement fin 2025 et commencent donc à s'accélérer. Donc la position nette recule, et vous avez notamment l'histogramme ici des positions longues à effet de levier en bleu, et vous voyez bien que mois après mois, on descend d'un étage. Donc voilà, ça allège. Donc c'est pas que ça vend l'or, c'est pas que les institutionnels jouent contre l'or. Simplement, ce sont des prises de profit. Pourquoi? Peut-être que le cash veut aller ailleurs, peut-être que le cash veut aller ailleurs. Bah, dans quoi il va le cash depuis le début de l'année? Bah oui, les semi-conducteurs, l'IA. Micron, SKNX, Nvidia, etc. Bon, voilà, tout n'est qu'arbitrage en bourse. Donc, quelqu'un qui me disait, mais je ne comprends pas pourquoi l'or se comporte comme ça depuis janvier, la géopolitique, l'inflation. Oui, ok, très bien, mais la géopolitique, l'inflation, ça fait des années que c'est comme ça. Ça, en fait, rien de nouveau, rien de nouveau. Sauf qu'à un moment ou à un autre, on arrive dans un bout de cycle, ça peut retracer, et puis plus tard, ça se reconnectera à ces moteurs haussiers. C'est une question de rythme de marché. Donc il y a pas d'incohérence ou de choses illogiques, c'est simplement une rotation cyclique. Donc déjà, il y a un phénomène de deleveraging qui est en place. Ensuite, effectivement, il y a la stabilisation du dollar américain depuis donc la fin du mois de janvier. Et effectivement, il y a historiquement une corrélation inversée entre le dollar américain et le cours de l'or. Donc
le sommet de l'or a été fait fin janvier, et je vous montre le dollar américain face à un panier de devises, son point bas a été fait fin janvier. Voilà. Bon, bah déjà là, c'est clair et net. Voilà, pour le coup, il y a donc un impact sur le cours de l'or. Et à cela s'ajoute le fait que les institutionnels ont augmenté leur exposition à l'achat sur le dollar américain depuis le début des opérations militaires. Ensuite, un RSI mensuel sous résistance historique. Vous savez, les graphiques mensuels et hebdomadaires donnent des signaux de long terme. Eh bien, si vous prenez le RSI mensuel du cours de l'or, voilà, nous avons rejoint en décembre dernier des niveaux de résistance qui remontent à 1968, 1973 et 1979. Rejoindre des niveaux de résistance comme ça, vieux de 50 ans, bah, à un moment ou à un autre, il y a une rotation cyclique. Voilà. Donc là, effectivement, lorsqu'on voit ça, on se dit quand même, oui, il y a une bonne probabilité que 5006, alors on les reverra un jour, mais peut-être que d'abord, ça va faire ça, revenir à 3005, et puis repartir. Mais regardez, là, c'est un graphique mensuel. Là, je suis déjà en 2029, 2030, hein, tout prend du temps. L'or, ici, a fait une phase latérale entre 2011 et 2024. Tout peut prendre énormément de temps. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'or va faire un range jusqu'en 2035. Il le peut, c'est possible. On pourrait très bien imaginer que l'or reste entre 3500 et 5600 pendant 10 ans, dans cette phase-là. Ou pas. C'est une possibilité. Mais l'or n'a jamais répété ces mêmes graphiques passés. Mais si vous prenez, regardez, vous voyez bien l'or, comment il avance. Des longues phases de 10-15 ans de hausse, des grands ranges, 10-15 ans de hausse, des grands ranges. Et là, bah, la hausse avait commencé en 2015, donc 11 ans de hausse. Est-ce qu'on est parti pour une phase latérale? Bon, voilà. En tout cas, il y a des éléments en faveur au moins d'un top annuel. Alors ensuite, en terminologie japonaise, avalement baissier mensuel. Donc, avalement baissier mensuel, pareil, je suis toujours sur les graphiques de long terme. Et là, effectivement, bah, sur un graphique de long terme, avalement baissier mensuel, c'était la bougie ici c'était donc la bougie mensuelle de mars 2026, bougie mensuelle de mars 2026. Et voilà, donc ça me rappelle, moi, beaucoup la bougie mensuelle ici de septembre 2011. Voilà, donc c'est clairement une bougie de rupture, mais vous allez voir, il y a d'autres signaux qui sont en faveur de cela. Alors, les objectifs d'extension technique avaient été atteints. Donc ça, je reprends les objectifs d'extension technique de la fameuse vague 5 en échelle logarithmique, où, eh bien, pour projeter une vague 5 comme ça, qui est une vague 5 en extension, on projette l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. On peut aussi projeter l'amplitude de la 3. Il y a plusieurs façons de faire. Et au final, ça donnait des objectifs vraiment, alors notamment un objectif qui était assez usuel à 4 900 $, pour voir que le marché même est donc allé chercher un peu au-dessus. Mais voilà, on était arrivé dans des zones. Là, alors là, je me suis amusé à mettre aussi les objectifs de certaines banques. C'est notamment la cible de Goldman Sachs qui a été faite. La cible de BNP à 5 900 $ n'a pas été faite. Peut-être qu'elle le sera plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'était des objectifs majeurs avaient été atteints. Alors ensuite, vous avez je reste sur des horizons de temps long terme, mais je descends un peu l'horizon de temps hebdomadaire, vous allez voir. Cassure de Kijun hebdomadaire, là, je vais me tourner vers le système Ichimoku parce que vous allez voir que c'est assez propre. Je reviens ici sur le graphique hebdomadaire. J'y ajoute donc les enseignements du système Ichimoku. Regardez, bah, c'était assez net, hein. Depuis la cassure technique haussière de mars 2024, regardez, la Kijun, c'est la ligne marron ici. En Ishimoku, la tendance de fond, c'est nuage plus Kijun. Bah, vous avez eu ici, en mars, la cassure de la Kijun. Donc c'est la fin d'un régime haussier linéaire qui était bien guidé par ce support dynamique. Donc l'idée là, c'est d'aller rejoindre au moins le Kumo. Le Kumo passe à 3009, à 4000. Bon voilà, donc c'est un changement de régime. On le voit aussi par exemple, ici vous aviez une belle divergence baissière hebdomadaire. Sur le sommet qui a été fait en janvier dernier, il était en divergence baissière sur le graphique weekly, qui est un graphique de moyen long terme. Donc ce sont des signaux quand même qui ne sont pas anodins. Je vais descendre maintenant encore d'un horizon de temps. Et pour terminer sur la suite, sur ce qu'on peut envisager, je reviens maintenant sur le graphique en données journalières. Et vous allez voir là aussi, c'est assez passionnant. Et quelle est la suite? J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Regardez comme c'était propre. Depuis la cassure de mars 2024, regardez, il n'y a pas de piège. Depuis la cassure de mars 2024,
L'or a toujours évolué au-dessus du Kumo journalier du système Ichimoku. Rebond dessus, rebond dessus, rebond dessus, à chaque fois. Et voilà, la cassure, donc, en mars 2026. Fin, donc, et désormais, le prix évolue sous le Kumo. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a des signaux techniques de changement de régime. Voilà. Alors, parce que là, le débat est de savoir est-ce que c'est un point haut annuel, un point haut cyclique. Euh, Chacun peut y aller de ses arguments. Moi, je vous dis, il y a un changement de régime technique. Voilà. Bon, donc il faut l'accepter, ce changement de régime. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Très utilisée par les institutionnels. Elle est ici. Quand j'enregistre la vidéo, le marché la teste. Moi, j'enregistre les vidéos plusieurs jours avant de les poster. Mais peu importe. Ce que je vous invite à faire, aujourd'hui, vous regardez ma vidéo, et je vous en remercie. Allez voir, si vous pouvez, le prix de l'or par rapport à sa moyenne mobile à 200 jours. Si le marché la tient, Si le marché la tient, la correction pourrait rester sous contrôle, sous la forme d'un range entre les 4 350 dollars et les 5 000 dollars. Le marché pourrait rester dans cet intervalle. Par contre, la cassure de la moyenne mobile à 200 jours sera vraiment un signal de poursuite de la correction en direction des 4 100 dollars, voire peut-être même des 3 500 dollars, l'ancien record ajusté de l'inflation. Donc, pour la suite immédiate pour la fin du printemps sur le cours de l'or, mesdames et messieurs, moyenne mobile à 200 jours, elle a un vrai rôle cyclique et je vous invite donc à la suivre de près. Je continue sur le cours de l'or. Il y a une explication déjà de base, mais je vous ai montré ça sur le deleveraging. Pourquoi est-ce que l'or n'est pas performant depuis le début de l'année alors qu'il y a toujours les achats des banques centrales, les anticipations d'inflation? Alors, il y a des fondamentaux qui jouent contre, bien sûr, les taux d'intérêt qui ont rebondi, le dollar qui s'est stabilisé. Et ça, c'est contre la hausse de l'or. Mais il y a quand même l'inflation, la géopolitique, etc. Mais il y a des facteurs contre, hein, la performance du marché action, etc. Mais on peut toujours tricoter autour de tous ces facteurs. Puis il y en a un qui est tout bête, l'or avait déjà beaucoup monté. Voilà. L'or avait déjà beaucoup monté. En gestion d'actifs, parfois, il faut savoir prendre des profits. Et je vous remonte sous vos yeux le parcours qui avait été incroyable de l'or en 2025. Et c'est parfois difficile d'enchaîner plusieurs années consécutives incroyables. Il avait écrasé tout le monde en 2025. L'or avait écrasé tout le monde en 2025. Et à cela s'ajoute, l'or avait écrasé tout le monde en 2025. Et l'or, regardez-moi ce tableau, l'or, 31 milliards de market cap. 31 000 milliards, 31 trillions de market cap. 31 trillions de market cap. Il écrase encore tous les GAFAM réunis. À un moment ou à un autre, ok, c'est l'or, mais ça peut être aussi logique de se dire qu'après avoir atteint 31 trillions de dollars de market cap, bon, le machin va pas encore faire x2. Voilà, parce que ça devient quand même un peu déconnecté de la réalité fondamentale. Bon. Donc, voilà, il y a quand même des arguments techniques, je dirais, en faveur d'un changement de régime. Maintenant, est-ce qu'on peut tout de suite argumenter en faveur soit d'un top annuel ou d'un top cyclique? Alors la différence, elle est là. Le top annuel, c'est-à-dire que le marché peut retracer un peu et puis, après avoir trouvé un support, repartir vers de nouveaux plus hauts, peut-être dès la fin d'année ou l'année prochaine. Peut-être avant, on verra. Le top cyclique, c'est un marché qui resterait latéral pendant 2, 3, 4, 5 ans. Un top cyclique, c'est ce qu'on a vécu par exemple ici en 2011. Donc cette question, ou même encore un petit cycle ici en 2020, vous voyez que l'or a fait un range entre 2020 et 2024. Donc, en tout cas, il y a un changement de régime. Nous avons quitté cette phase de hausse linéaire et on va probablement s'installer dans quelque chose comme ça. Regardez, un canal latéral, un canal latéral. Est-ce que derrière, on va avoir un bear market? Aucune idée. On verra en fonction des supports. Je dirais que on peut avoir un canal latéral, par exemple, si ici je reporte le même schéma, ce type d'évolution, c'est possible, ou peut-être jusqu'à 3004. Par contre, c'est vrai que si on casse 3004, c'est là où ça peut venir évoluer comme ça. Et là, les choses seraient tout de suite plus en faveur du top cyclique, c'est-à-dire que ça pourrait durer effectivement un certain temps. Je continue donc mon exposition, ma dissertation sur l'or, et puis derrière, donc, en tant que jury, vous allez me mettre une note. Le fameux pilier géopolitique. Alors, non, le pilier géopolitique, il s'est pas éteint, mais je mets le pilier géopolitique entre
progressivement en phase de sommeil. Parce que depuis 2022, en fait, l'or a écrasé tout le monde en lien avec la géopolitique. La guerre en Ukraine, sur déjà la situation au Moyen-Orient, là, l'Iran, et puis tous les conflits qui se projettent. Tout le monde est au courant que la situation géopolitique, elle est compliquée. Donc là, vraiment, je réagis à une question d'un investisseur avec qui je parlais la semaine dernière, qui me dit: «Mais je ne comprends pas, pourquoi l'or ne fait pas de nouveau plus haut, alors que la situation géopolitique, elle est horrible?» Mais en fait, elle est horrible depuis déjà des années. Et donc, le ce moteur est là, mais il peut parfois se mettre en sommeil parce que d'autres aspects prennent le dessus comme, bah, on prend des profits, des leveraging ou des signaux techniques de top cyclique, des choses qui font qu'à un moment ou à un autre, où les capitaux peuvent aller sur, les semi-conducteurs, les capitaux, ils se déplacent. Ils se déplacent. Ils sont pas passés short de l'or. Ils peuvent simplement partiellement se déplacer pour aller ailleurs. Et rien que ça peut expliquer que l'or baisse. Et ça, mais c'est pas un argument pour dire ça y est, l'or ne réagit plus à la géopolitique. Do you copy me, guys? Bon, parfait. Si vous me copiez, c'est bien. Mais copie dans le sens understand. Captez quoi? Captez. Donc, alors, il y a par contre effectivement quand même des choses qui sont problématiques pour l'or. Mais ça aussi, il y aura des rotations. La tendance haussière de fond du marché action. Je vous renvoie vers le Top Gun que je vous ai proposé lundi. Premier graphique que je vous montre. Les anticipations de profit. Les anticipations de profit de l'indice S&P 500 à horizon 12 mois. Quand on voit ça, on peut aussi comprendre que les capitaux cherchent davantage ont davantage le réflexe d'aller sur le marché action quand celui-ci drop, que d'aller chercher à revenir sur l'or quand l'or retrace. Voilà, donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'incroyable. Et où pourrait aller le S&P 500 en horizon 12 mois? J'ai fait une vidéo lundi Top Gun sur les objectifs raisonnables, ce qui n'empêche pas des corrections court terme, comme je le répète souvent. Ensuite, je continue. La Fed de Kevin Warsh, même si l'ami Kevin est arrivé, et Kevin est l'ami du marché, mais Kevin n'est pas là non plus pour détruire la Fed, parce que derrière, s'il est l'ami du marché, mais qui détruit la réputation de la Fed, eh bien, le marché droppera. Donc forcément, même lui, il ne peut pas se précipiter à réengager la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Le marché n'anticipe pas de baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux avant longtemps. Et les taux du marché sont quand même sur des niveaux élevés et ont bien rebondi depuis fin février. Je vous ai fait une vidéo spéciale Top Gun la semaine dernière sur les taux d'intérêt. Vous avez là des explications assez logiques du fait que malgré le contexte géopolitique, l'or a été en souffrance depuis la fin du mois de janvier. Et là maintenant, je vous montre quelque chose d'ultra concret. L'or ne fait rien sans les capitaux américains. L'or ne fait absolument rien sans les ETF spot, les ETF Gold US. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est sans appel, un message qui est parfaitement clair. Je vous montre ici, je suis sur le site du Conseil mondial de l'or, le World Gold Council, et je vous montre le tableau récapitulatif des inflows et outflows sur les ETF par zone géographique, Amérique du Nord, Europe, Asie, autres, sachant que les ETF d'Amérique du Nord, c'est 302 milliards, c'est donc beaucoup plus que l'Europe et l'Asie et les autres réunis. Eh bien, ici, en year to date, et oui, c'est négatif. Il y a eu des sorties de capitaux, les institutionnels américains, il y a des outflows, des sorties de capitaux nets des ETF Gold US cette année. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des inflows incroyables sur les dernières années, que ça prend des profits, le dollar ne fait plus de nouveau plus bas, les taux remontent. Voilà. Donc, et ça pèse, c'est énorme en termes d'assets under management, 302 milliards. Donc, là, ça peut aussi expliquer la pression sur le cours de l'or. Bien sûr, tout ça changerait si le dollar reprend la direction du sud. Si le dollar reprend la direction du sud, que les taux d'intérêt reprennent la direction du sud, vous allez voir que l'or va stabiliser rapidement. Donc, moi, je soulève la question de savoir est-ce que c'est un top annuel, un top cyclique. Je n'ai pas la réponse. Je vous dis qu'il y a un changement de régime technique, personne ne peut l'ignorer, et que les graphiques de long terme montrent des choses nouvelles, et parfois qu'on n'a pas vues depuis 40 ans. Voilà. Maintenant, dans l'immédiat, restons simples, regardez la moyenne mobile à 200 jours. D'accord? Donc là, vous l'avez peut-être déjà fait depuis le début de cette vidéo. Regardez, est-ce que le prix de l'or est passé en dessous ou pas? Voilà. Et regardez aussi la direction de la moyenne mobile. Parce que passer sous une moyenne mobile qui a une pente haussière, c'est pas forcément un signal de vente. Passer en dessous, si elle se retourne à la baisse, ça devient plus compliqué. Si elle conserve une pente haussière, qu'on passe en dessous mais qu'on la redépasse, c'est un signal bullish. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut bien l'interpréter
et bien lire les moyennes mobiles. Partie de l'analyse technique. Alors, non, les banques centrales d'Asie ne vendent pas l'or. Non, non, absolument pas. Comme j'ai pu le lire quelque part, je vous rassure, j'ai les tout derniers chiffres du Conseil mondial de l'or et notamment sur l'accumulation d'or par les banques centrales au premier trimestre 2026. Ça continue, notamment en Asie. La Chine continue d'accumuler de l'or. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, vous avez eu notamment ces dernières semaines des communications, notamment du gouvernement indien, de la Banque centrale d'Inde, invitant leurs concitoyens à cesser d'acheter de l'or. Forcément, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils veulent diversifier leurs réserves de change. Non, non. Je vous rassure, la Banque centrale d'Inde, enfin officiellement, n'a pas vendu son or. Simplement, l'Inde, et j'ai fait une vidéo Fast and Forex la semaine dernière sur ce sujet, cherche à stopper la chute de la roupie indienne. Et donc, première chose à faire, bah, il faut éviter les sorties de capitaux. Il faut éviter les ventes de sa devise. Et quand vous achetez de l'or en dollars, bah forcément, ça crée un mouvement de vente. Ça peut amplifier le mouvement de vente. Là, je vous ai mis la tendance des derniers mois sur la roupie indonésienne, la roupie indienne ou le peso philippin. Voilà. Ce sont des banques centrales qui mettent un peu le holà sur l'or parce qu'elles cherchent à stabiliser leur monnaie. Voilà. Mais tout ça, bien sûr, sera provisoire et va s'arrêter lorsque la situation géopolitique sera enfin définitivement apaisée au Moyen-Orient. Et un mot technique sur le cours de l'argent. Bah, écoutez, c'est tout simple. Le cours de l'argent, vous connaissez la situation technique. Elle n'a pas changé. Pareil, vous avez donc un changement de régime technique depuis le mois de janvier dernier. Le niveau d'achat parfait serait un retest de ce seuil incroyable, le niveau des 50 dollars, le sommet de 1979, le sommet de 2011. Voilà. Moi, franchement, si on y va, je fais all-in, hein. Je paye 49,50 dollars. Ça, c'est le niveau. C'est le niveau évident. C'est le niveau d'entrée évident. Maintenant, on a une première jambe de rejet en daily. Là, on a une espèce de range et on retrouve le rôle de la moyenne mobile à 200 jours. Et à l'hypothèse de faire un range en tenant la moyenne mobile à 200 jours et repartir, et il y a l'autre hypothèse qui serait de casser la moyenne mobile à 200 jours. Et là, c'est la garantie qu'on retombe chercher ce niveau des 49, ce niveau des 49,50 dollars. Donc là aussi, rôle changement de régime technique et rôle pivot de la moyenne mobile à 200 jours. Quand j'enregistre la vidéo, le marché est dessus. Et vous pouvez donc aller regarder tout de suite le marché pour voir si elle a été brisée ou pas. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.